Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Fabien. Bonjour à toi, comment ça va? Salut Géraldine, eh bien écoute, je vais très bien, merci. Trop cool. Cette saison, dans Tuba, on va parler de fail d'entrepreneurs. Parce que souvent, on parle beaucoup de l'avant de la vitrine, en fait, notamment sur les réseaux sociaux. Et l'avant de la vitrine, en général, on essaie de le rendre un peu sympa, un peu sexy, tout ça. Mais le truc, c'est que quand on parle avec des entrepreneurs de l'arrière-boutique, il y a des trucs un peu plus rigolos ou rock and roll, on va dire. Des pieds dans le tapis, des oups là, j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça, ou des fails, des boulettes. Et donc là, c'est ça, moi, qui m'intéresse de creuser cette saison avec les invités et avec toi aujourd'hui. C'est cet aspect plus fail en bon français. Donc des erreurs, des boulettes que tu aurais pu faire. Merci donc d'être ici et de venir nous parler de ta vie de consultant en automatisation et IA et prompt engineer, en bon français encore. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus? Oui, donc moi c'est Fabien, je fais les calculs, c'est pas bon signe, j'ai 38 ans pour l'instant. J'ai deux enfants, je suis divorcé et on aura l'occasion d'en parler parce que ça c'est intervenu aussi sur le domaine pro, ça a eu, on va dire, quelques conséquences, peut-être indirectes. Je suis à nouveau en couple avec quelqu'un qui est aussi entrepreneur. Voilà, et donc j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 2013. Alors officiellement, je pourrais me vanter de dire que c'est depuis 2010 parce que j'ai créé un SIRET en 2010. Mais en vrai, ma première activité, Ok. elle a commencé en 2013. Voilà. Le Donc SIRET fantôme, on va pas le compter comme voilà. non, bah tu le crées, tu te dis tiens, je vais lancer un truc et puis finalement t'es encore salarié, tu le lances pas, tu le laisses dépérir. Donc voilà, ça fait un peu plus de, on va dire un peu plus de 10 ans, 10-12 ans et essentiellement dans le marketing. Et aujourd'hui, je me suis concentré sur l'automatisation et les IA pour une raison simple, c'est que moi, je viens du domaine de l'automatisation. J'ai voulu monter une entreprise en domotique quand j'étais jeune, et puis j'ai fait des études d'ingénierie en automatisation. Alors, c'est pas les mêmes automatisations qu'aujourd'hui, celles que je fais. Aujourd'hui, on est sur du no-code, on est sur des outils en ligne, mais la philosophie derrière les automatisations, tout ce qui est réflexion, algorithmie, process, elle est la même. Et donc, je suis revenu à ces premiers amours, notamment en me rendant compte que la brique IA qu'on vient injecter dans les automatisations donne énormément de possibilités. Donc, c'est pour ça que le terme compliqué, consultant automatisation, IA et prompt ingénieur, c'est juste que les IA et les automatisations vont de pair, je les combine, et le prompt engineering, c'est juste être capable de correctement parler aux IA, parce que automatisation ou non, et d'autant plus avec les automatisations, il faut être hyper clair et carré et structuré sur le prompt que tu donnes. Voilà pour la version assez courte. Parfait. On y reviendra sur le carré avec le prompt que tu donnes, etc. aussi. Je trouve ça super intéressant et c'est un peu le truc de sheet in, sheet out. En effet, si t'es pas ultra clair sur ce que tu mets en entrée, en sortie, il y a peu de chances pour que ce soit très clair aussi. Donc, j'aime beaucoup cette idée. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je me suis rendu compte en préparant cette saison que les fails, c'était hyper subjectif en fait selon les personnes et qu'on mettait pas toujours les mêmes choses derrière. T'as des gens qui vont te dire non, mais moi j'en ai pas, je ne considère rien comme un fail, tout n'est qu'apprentissage, etc. Et en fait, je trouve ça super intéressant déjà en entrée de cet épisode que tu nous expliques ce que c'est pour toi un fail. Qu'est-ce que tu mets derrière? En fait, c'est quoi ta définition? Ah, c'est vrai que c'est intéressant, j'y avais pas réfléchi, mais on pourrait, avec le recul, se dire qu'un fail n'en est pas forcément un, que ça a été forcément un apprentissage. Après, je pense quand même qu'on peut catégoriser des choses comme étant des échecs. Mais cet échec t'a permis d'arriver vers éventuellement d'autres succès, mais ça reste quand même un échec, on va dire, en termes business. Donc pour moi, c'est à partir du moment où tu avais certaines attentes et qu'elles ne sont pas, elles n'ont pas été atteintes, voire pas du tout. Tu vois, c'est souvent il y a comme un ascenseur émotionnel fort entre tu pensais que ça allait cartonner et en fait ça fait un flop. Ouais, souvent cette dissonance entre les deux. Parce que des fois tu peux te dire, ouais, je sais pas moi, tu lances une offre, je m'attendais à avoir 100 clients, j'en ai eu 80. Bon, c'était pas terrible. Ok, mais c'est pas forcément un fail en tant que tel.
Alors Ok. que pour moi, le fail, c'est vraiment ce truc-là qui t'a impacté en mode, ah oui, mais je m'attendais pas à C'est ça. Moi, très loin de ce que j'imaginais, c'est ça? voilà. Je pensais Ok. vraiment que ça allait être cool et c'est moins agréable. Ok, pour moi, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a l'aspect un peu quantifiable de je prévoyais 100, j'ai fait que 80. Et le c'est moins agréable, pour moi, c'est plus du domaine, tu vois, des émotions, de la sensation en fait que ça laisse, qui est peut-être moins factuelle ou moins mesurable au sens 100 versus 80, etc. Donc quand tu dis c'est une différence quelque part entre les attentes que j'avais et la réalité qui s'est produite, derrière tu mets cet aspect factuel et cet aspect émotionnel, ou c'est plus un de ces deux critères pour toi? Pour moi, plus émotionnel. Ok. Factuellement, tu peux mettre des chiffres sur ton échec, mais souvent quand il y a un gros fail, on va dire, c'est vraiment l'aspect émotionnel qui te marque le plus. Quand j'ai donné l'exemple des 100 et des 80, pour moi, c'est pas forcément un fail, c'est Ouais. juste pas moi, un lancement ou un truc qui s'est pas passé comme tu avais prévu. Un lancement tout court, je pense que ça fait partie du lancement. C'est un lancement tout court, voilà, c'est normal qu'il y ait toujours un décalage entre ce que tu espères et puis ce qui se passe. Alors des fois c'est dans le bon sens, des fois c'est dans le mauvais sens, mais tu peux pas tomber pile poil juste à chaque fois. C'est pas des mathématiques pour le coup. Donc non, pour moi c'est vraiment l'aspect émotionnel le plus fort. C'est ce truc de ah merde, j'y croyais pourtant. Ouais, ok. Ok, ouais, le fait d'y croire et de se prendre la réalité en face et de se dire, finalement, c'est pas exactement ça, donc c'est ce que ça vient remuer aussi émotionnellement pour le coup. Exactement. Ok, très clair. Merci beaucoup pour cette définition. Est-ce que, pour entrer un tout petit peu plus dans le détail maintenant, et de manière pragmatique, tu peux nous partager justement un fail, ce que toi, tu as considéré comme étant un fail? Alors du coup je vais directement rentrer dedans. Hein. Je vais partager le plus gros fail. Parce qu'en fait, là, je suis en train de m'apercevoir en réfléchissant à quel fail partager. Hmm, La majorité des fails, je suis passé outre et limite, je sais même pas s'il y a sur l'instant, j'arrive à avoir les anecdotes. ok, En gros, c'est sur le process, je pense qu'il y a eu plus de fails que de réussites, ce qui est normal. Mais en fait, comme tu passes vite à autre chose, je sais pas, il y a comme une histoire de hop, on met les souvenirs de côté et puis on se concentre sur ce qui marche. Tu me ok, dirais, ben, quels ont été les petits succès, j'arrive à les retrouver, mais ouais. quels ont été les fails? À part le gros là que je vais te partager, Hmm, j'ai du mal à les trouver. Pourtant, je sais ok. qu'ils ont été nombreux. Ça, Ouais, mémoire sélective sur les petits fails, écoute, très bien. ouais, exactement. Ça marche aussi. Bah, le gros fail de lui, c'est compliqué de l'oublier, parce qu'il a eu lieu dans la même période que mon divorce. Ça a été le divorce avec mon entreprise, on va dire aussi. Donc là, j'ai mis la clé sous la porte. Je sais plus comment on dit, mais en fait, liquidation Hmm, pour raisons économiques. Donc l'entreprise avait 10 ans, c'était l'année dernière, donc en 2023. Donc j'ai été obligé de fermer l'entreprise pour des raisons économiques. Et du coup, en fait, là, pour le coup, on peut considérer ça comme failed, même si pareil, ça reste un enseignement. Donc aujourd'hui, je vais l'analyser différemment. Ça a été pour moi un nouveau départ, mais sur le coup, ça reste un fail. T'avais oui, des attentes. t'avais pas prévu en fait de liquider J'avais ta pas boîte au prévu bout de de 10 fermer ans, la quoi. boîte, non, ça, en Ouais. l'ouvrant 10 ans avant, c'était pas l'objectif. Mm. Et ouais, tu y mets toujours tout ton corps, tout ton âme, tout ce que tu veux en tant qu'entrepreneur. Et il a fallu la fermer. Il y a plein d'explications, évidemment, de décisions qui ont été prises, mal prises. Ben justement, c'est là où on voit de manière invisible les anciens fades qui m'ont amené à ce fade final. C'est le boss final, c'est comme dans les jeux. C'est ça. En gros, j'ai fait en tant qu'entrepreneur des choix stratégiques, j'ai fait des prises de risques. Pour certains, j'ai même fait des petits emprunts à la banque. J'ai mis des sous sur différents sujets, sur de la publicité, etc. Des fois, ça a un peu payé et des fois, ça a pas payé. En fait, le cumul des fois où ça a pas payé font que tu gardes une certaine inertie dans tes engagements financiers, on va dire, sur le long terme. Ok. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves avec une entreprise qui est revenue au stade de, on va dire, micro-entreprise, tu vois, petit solopreneur qui fait des prestats et tout ça, et c'est très bien. Mais avec une gestion comptable et une trésorerie d'une TPE, début PME, enfin en tout cas, qui doit sortir un minimum pour vivre. Donc avec une lourdeur et des charges en fait qui Ouais. sont pas forcément collées avec l'aspect micro et la flexibilité potentielle du micro non plus, quoi. Exactement. Ben, pour te donner un ordre d'idée, tu vois, j'ai relancé une micro là en janvier. Aujourd'hui, je dois avoir
50 euros de charge par mois, un Ouais. truc dans le genre. Ouais, j'enlève tout ce qui est mutuelle, prévoyance, etc. Mais grosso modo, on va dire une petite centaine d'euros. Et on enlève la rémunération évidemment. Mm. Alors à quelle époque j'étais arrivé, je crois que j'avais 1000 ou 1500 euros juste de charges incompressibles Ouais. sans devoir me payer. Et pour un instant T, donc en 2023, une activité qui était aussi forte ou faible que celle d'une micro-entreprise. Donc en fait, il y avait un décalage qui était très difficile et qui émotionnellement était pas agréable parce que tu te retrouvais à absolument avoir besoin de faire rentrer du chiffre d'affaires, mais d'abord pour pouvoir payer tes charges avant de Mm. pouvoir te payer. Et en fait, c'était une sorte de cercle vicieux qui était très agaçant. Mais ça m'a pas empêché de mettre 2 mois avant de prendre la décision de clôturer tout ça. Parce que derrière, il y a plein d'aspects. J'accepte que c'est un échec. J'accepte que j'ai pas trouvé la solution. Je sais pas dans quoi je m'engage parce que je vais liquider la boîte, donc il va y avoir peut-être des créances, des machins, des trucs qui font que du coup tu vas pas pouvoir assumer, que du coup t'as plus de revenus, donc tu vas peut-être te retrouver à la rue, etc. Enfin, je pensais pas à ce point-là parce que pour le coup j'ai un environnement qui est assez sain. Donc, avant de me retrouver à la rue, j'aurais des étapes, mais tu te fais un scénario qui est Mm. toujours catastrophique par rapport à ce qu'est la réalité. Et au final, d'ailleurs, je me suis rendu compte que nos scénarios sont toujours plus catastrophiques que la réalité, tout comme nos rêves sont toujours plus beaux que la réalité. En fait, on est des êtres un peu extrêmes Extrême, ouais. dans les scénarios les pires, les meilleurs. Parce qu'au final, donc, je me suis évidemment pas trouvé à la rue. J'ai pu profiter du fait que le système français a un très gros inconvénient qui, pour le coup, est devenu un avantage. Tout ce qui est administratif est très lent. Tu vois, c'est un mammouth, ça avance pas vite, Mm. il y a des failles, il t'oublie, etc. Quand tu as envie de faire des démarches qui ont besoin d'aller vite, c'est pénible. Mais quand c'est pour fermer une entreprise, T'as besoin d'une période de deuil, du coup, ça te tombe hyper bien, quoi. prenez le temps, les mecs, il y a pas de Moi, je suis souci. pas pressée, j'avais pas Je suis pas prévu ça de toute pressé. façon, donc voilà. Oubliez-moi, c'est pas grave, c'est pas grave. Je ne suis pas là. Donc finalement, non. Après, j'ai très très vite relativisé. Ça, c'est une de mes plus grandes caractéristiques. Je relativise très vite et très fort. Et c'est étonnamment la période où je me suis senti le mieux aussi. Juste après, évidemment, avoir pris la décision. Mm. Il y avait le divorce. C'était vraiment la même période, hein. La séparation, c'était enfin novembre 2022. Le temps de faire la paperasse, les machins, etc., d'avoir chacun son chez soi, c'était juin 2023 et la fermeture de l'entreprise, c'est juin 2023. Donc vraiment, il y a eu une cassure. Ouais. Et étonnamment, c'est un moment où je me suis senti bien parce que justement, j'avais fait table rase on va dire, de mes problèmes passés et je pouvais reconstruire quelque chose de nouveau. Et donc du coup, c'était assez agréable. Et quand je relativisais, je me suis dit, bah, je suis en train de reconstruire quelque chose de nouveau. Alors aujourd'hui, ok, c'est pas cool. Aujourd'hui, tu dépends un peu de la CAF, du RSA, de toutes les aides, de tout ce que tu veux. Mais tu sais que tu vas remonter parce que de toute façon, t'as aucunement l'intention de rester ici. Et en fait, ce chemin, je l'ai trouvé agréable, en train tu vois, de se construire petit à petit, de remonter la pente. Ouais. Donc finalement, tu vois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'était un fail, clairement, parce que émotionnellement, il était quand même fort. Mais finalement, ça a été un fail qui a été salvateur, ou je sais pas comment on pourrait le dire, mais en tout cas qui m'a permis de me reconstruire. Qui était nécessaire aussi, sans doute, sans doute. Oui, oui, tout à fait. Mm. Alors, j'ai plein de questions. Pour revenir dessus. T'as dit, donc je comprends hein, la logique de, en gros, plus de charges, plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Qu'est-ce qui t'a fait résister à prendre la décision et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment t'as pris cette décision en disant non mais là c'est bon, faut que j'arrête parce que souvent on parle de ce truc de persévérance versus obstination et pour moi c'est ce point de bascule de est-ce que je continue tu vois et est-ce qu'à un moment ça va remonter ou est-ce que vraiment je me dis que là c'est fini et qu'il faut que je clôture ce chapitre-là pour passer à autre chose. Ouais, bah, en fait, ça a été une analyse purement, là, pour le coup, stratégique, parce qu'effectivement, il y a l'aspect émotionnel, c'est mon bébé, c'est machin, tout ça, j'ai pas envie de le perdre et tout. Puis tu te remets en question, tu te dis, bah oui, mais toi, ton objectif, c'est juste de gagner de l'argent, de faire ton truc, de te faire plaisir. Une entreprise, ce n'est que un statut, on s'en fout. Tu peux remonter un an après une autre structure et tu peux même lui redonner le même nom si tu veux, enfin, on s'en fout, en fait, c'est purement administratif.
Donc quand tu as mis ça de côté, c'est très stratégique. C'est-à-dire que je savais que l'entreprise pouvait plus me payer. Donc, bah, il y a le compte bancaire, lui, il suivait dans l'autre sens, tu vois, il Oui, descendait. Donc la banque, elle te disait, ah, bah, attention, j'ai trop, j'ai tout. Tu sais, t'as l'impression d'être un enfant passage qui fait des ouais. bêtises. On te tape sur les doigts, bah oui, mais là vous pouvez pas payer. Bah du coup, on Mais va je vous vous ai enlever dit votre que, facilité ouais, c'est ça. machin. Ouais, ok. Bah, du coup, on va vous flaguer, vous allez être red flag. Faites ce que vous allez faire. Moi, j'y peux rien, je le fais pas exprès. Hein. C'est pas une volonté de ma A part de. priori, je me suis pas mis dans cette situation volontairement, c'est ça? Et c'est d'ailleurs très marrant de voir que on est sur un aspect assez subjectif parce que tu as des entreprises qui brassent des centaines de milliers, voire des millions d'euros, et tu as des entreprises comme moi qui, pour le coup, je devais avoir, j'ai une dette, je crois, ce qui était de 21 000 euros. Enfin, on est sur des montants qui, en termes de banque, sont extrêmement faibles. Hmm, Et en gros, s'ils m'oublient, il se passe rien sur le système bancaire, tu vois. ouais, Après, je comprends que sur les faits, t'es obligé de donner une proportion à chacun, parce que sinon c'est trop ouais. facile. Donc, enfin, il Hmm. faut pas exagérer. Mais Oui, oui, c'est, ouais, t'as l'impression d'être un aussi gros méchant que celui qui a détourné 15 millions. Tu vois, t'as vraiment cette sensation-là. ouais. Et donc, ça a été un choix stratégique, en fait. Alors, pour le coup, voilà, purement stratégique, c'était de se projeter de, alors, si j'arrête, comment est-ce que je me retrouve quels moyens j'ai pour, moi, retrouver un peu de finances, etc. Et en fait, Hmm. tu fais le pour, le contre, tu calcules, tu fais la CAF, tu fais, les dettes, machin, puis à un moment, bah, tu te dis, bah oui, mais là, Les faut tout calculs couper, sont pas bons. Ouais, c'est ça. faut fermer les robinets, là, il y a Hmm. pas d'autre choix. Donc, tu fermes les robinets. Et puis tu te dis, bah tant pis, je serai un mauvais élève cette fois-ci, j'aurais pas payé toutes mes dettes, ils viendront s'ils peuvent me les chercher. Et d'ailleurs, je peux te raconter un début c'était très rigolo, du recouvrement, comment ça fonctionne. Hmm. En fait, donc j'avais une dette, pour être exact, donc 21 000 euros, si je dis pas de bêtises, dont 6 000 euros à prêt perso, et le reste c'était le PGE que j'avais eu pendant le Covid, enfin le reste du PGE que j'avais eu pendant le Covid. Et donc j'écris très gentiment à la banque pour savoir comment ça se passe. Au mieux, vous inquiétez pas, ils vous contacteront, le service recouvrement vous recontactera. Ok, donc eux, ils n'en ont rien à faire. Vraiment, toi, Ouais, c'est pas mon problème. pas mon problème. Je vous enlève vos droits, la carte, C'est ça. Moi, je machin. ferme tout. Après, Après, ce qui se passe derrière. vous inquiétez pas, c'est même pas nous qui gérons, c'est le service de recouvrement. Et je reçois un mail 2 mois après du service de recouvrement. Et en parallèle, a priori, un courrier, mais qu'ils ont envoyé une adresse où j'habite pas du tout, j'ai jamais habité. Je sais pas comment ils ont trouvé cette adresse. Anecdote rigolote qui, je pense, n'a aucun rapport. Ils l'ont envoyé à l'actuelle adresse de mon ex-femme. Ce qui a pas de sens parce qu'en fait, on était en contrat de mariage, en séparation de biens et tout. Elle a aucunement donné cette adresse. Je sais pas comment ça s'est fait. Bref. Ils ont trouvé Et d'une moi- manière ou d'une autre, mais apparemment pas la bonne. Exactement. Tout gentil, du coup, je vois truc de recouvrement, je leur téléphone pour leur dire. Et là, je me dis, bah, c'est un service de recouvrement. C'est la première étape, c'est le recouvrement à l'amiable. Hmm. Donc du coup, dans amiable, il y a amiable, il y a tu vois aimable, il y a là, Des on trucs trouve un plutôt cool, tu vois, plutôt pas on s'aboie dessus, a priori. voilà. Puis en tout cas, on trouve des solutions. En tout cas, on Ouais. les cherche. Tu vois. Hmm. Donc moi, je le dis de manière très honnête. On était au mois de septembre 2023. Donc je venais de toucher le début du RSA. J'avais des dettes. Enfin, j'ai 2 enfants à charge, que du coup, c'est moi qui ai la garde des enfants. Juste, j'ai pas de sous, donc je ne peux pas te payer. Donc je lui Hmm. dis, bah, par contre, à partir de janvier, on peut mettre un plan d'étalement sur, je sais pas, 18 mois, 24 mois, enfin le temps de pouvoir faire ça. Et je lui dis, par contre, le PGE, lui, vous l'annulez, parce que le PGE, à l'époque, je sais pas si tu sais, mais il était garanti par l'État à 90%. Ok. Ce qui veut dire que comme moi, j'avais déjà payé une partie, les 90%, c'est comme la caution dans un bien immobilier. Hmm. Le locataire veut pas payer, bah, c'est le cautionnaire qui Ouais, paye. c'est ça. C'est son rôle. Ok. Et elle me dit, ah bah non, ça marche pas, il aurait fallu que ce soit une liquidation judiciaire, parce que c'est pas vraiment le statut que moi j'ai utilisé, moi j'ai fermé. Sur le moment, je savais pas, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Ok. Après vérification, elle avait évidemment tort, ça fonctionne comme pour l'immobilier, et il y a même pas besoin que je ferme la boîte. C'est en gros, si j'arrête de payer, le cautionnaire vient Automatiquement, payer. ouais. Ok. Par contre, le cautionnaire, lui, s'il estime, donc c'est la BPI en l'occurrence, lui, s'il estime qu'il a été floué, il peut venir moi m'attaquer. Ouais. Ok. Mais le service de recouvrement, il peut rien faire du tout. Donc je lui ai dit, bah déjà vous m'enlevez ça, puis pour les 6 000 euros qui restent, on met sur 18 mois et tout ça.
Tu vois, bah non, c'est pas possible. Déjà, ça, il peut pas être enlevé. Et puis, nous, il faudrait un paiement là maintenant ou dès le mois prochain. Je sais, bah ça va pas être possible. Et puis, le mieux serait de faire un paiement en 3 fois. Je fais, bah oui, je vais Oui, payer 3 fois bien 7 sûr. millions. Bah oui, maintenant, bah, et je les trouve où? Et bah, vous auriez pas des proches, des machins? Bah, sérieusement, ça marche pas comme ça. Et en fait, c'est là où je me suis aperçu que eux, c'est un service de recouvrement, un gros service de recouvrement. Ils travaillent avec cette banque-là, mais ils travaillent pour plein de trucs. Et ils suivent juste des process. Voilà. Et je rentrais pas dans les process. Elle me dit, bah, je vais être obligé de faire passer votre dossier au service d'après, donc contentieux ou je sais pas quoi, enfin Ouais, c'est plus amiable du tout là. recouvrement plus amiable. Je suis, bah, faites. Moi, je vous propose une solution. Vous m'en proposez une qui est pas du tout possible. Mm. Vous avez aucun entre deux. Bah, faites. Moi, qu'est-ce que tu veux? Entre être payé, ils voulaient être payés 3 fois maintenant, et finalement, ils ont balancé mon truc au contentieux, et là, on est 1 an après, il s'est toujours rien passé. Ouais, voilà. Donc, à un moment donné, ils m'auraient juste écouté. Moi, de toute bonne foi, j'aurais commencé déjà à payer depuis 10 mois. Tu Mm. vois? Mais bon. En vrai, je pense que je suis donc que un numéro. Eux, ils brassent énormément de dossiers. Je dois pas être sur le dessus de la pile au vu du montant de la dette. Surtout que je suis sûr qu'ils ont pu récupérer au moins les sous du PGE. Mm. Donc ils ont dû récupérer 15 000 sur 21 000. Donc pour les 6 000 après personnel, je suis pas du tout prioritaire. Donc il y a deux solutions. Soit ils vont m'oublier, ils en ont rien à faire. Soit ils reviendront vers moi ultérieurement, je sais pas quand. Tu vois. Donc Mm. pour l'instant, j'ai laissé ça de côté. Ouais. C'est ça, mais ça montre aussi quelque part la distorsion entre ce que toi tu es en train de vivre et eux, en fait, la manière dont ils vivent. C'est-à-dire, évidemment, eux, c'est leur job et ils en voient sans doute plein au quotidien. Toi, tu es en train de vivre, c'est ce que tu disais, la fin de ton bébé après 10 ans, t'as pas prévu ça. C'est quelque chose de nouveau. Enfin, alors on n'est pas préparé à l'entrepreneuriat, mais au recouvrement, liquidation de boîte non plus. Et donc, c'est nouveau, émotionnellement, ça peut être quand même hyper intense d'être dans cette phase-là et dans ce truc de, bon, bah, comment est-ce que, et tu l'as dit, ce truc de rester bonne ou mauvaise élève. Mm. Et il y a une vraie distorsion entre ce que toi, tu es en train de vivre et ce que eux, potentiellement, te renvoient. Mais je pense que c'est vrai avec n'importe quel échec, en fait, entre ce que, émotionnellement, toi, ce que ça vient toucher chez toi et puis l'extérieur, la manière dont les autres le perçoivent, je pense que c'est rarement aligné. Et quand tu disais que ce chemin-là, tu l'as fait tout seul, ou tu as eu je sais pas, un accompagnement ou un effet miroir ou quelqu'un pour t'aider en fait dans ces différentes parties. En fait, comme je suis bien entouré, alors, j'ai une famille très bien, j'ai tout mon entourage de potes, c'est essentiellement des entrepreneurs aussi. Mhm. En vrai, ça s'est bien passé. Puis moi-même, de manière très générale, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de recul, très pragmatique. Donc, ça veut pas dire que je suis dépourvu de d'émotions, mais en fait, j'accuse le coup et vite, je passe à autre chose en me disant c'est pas grave. D'ailleurs, alors c'est un conseil qui est facile à donner, peut-être plus difficile à suivre. De manière générale, tout ce qui touche à l'administration française ou autre, évitez d'y mettre des émotions parce que de toute façon, de l'autre côté, il y en a pas. Tu vois, par exemple, mon ex-femme avec qui je m'entends très très bien, administrativement, je trouve ça horrible, mais par exemple dans les impôts, comme j'ai la garde des enfants, Mhm. sur ces impôts, elle ne déclare pas les enfants. Donc, administrativement, elle se déclare sans enfant. Mhm. Pour une maman, enfin, C'est d'une violence rare, ouais. c'est violent quand même. Tu dis, ben, elle n'a pas d'enfant. Mhm. Ça n'a pas de sens. Mais il faut se dire que c'est administratif. Pareil, quand tu coules la boîte, tu es un dossier. Si jamais tu es en liquidation, que tu passes devant un juge, tu es un dossier. Tu vois, Ouais. t'es pas. Donc tout ce que toi tu vis émotionnellement, t'es qu'un dossier parce que tu fais partie de leur train-train, de leur travail. Donc il faut au maximum se décomplexer en tout cas. Tu vois, ça t'empêche pas de vivre tes émotions, mais décomplexer vis-à-vis de ça. De toute façon, de l'autre côté, c'est pas qu'ils sont pas humains, mais c'est que le système n'est pas fait pour l'être. Mhm. Et donc c'est pas un jugement, tu vois, c'est pas un jugement envers toi. C'est juste le système qui fonctionne comme ça. Tu vois, quand Mhm. les impôts te disent t'as pas d'enfant, s'ils sont pas en train de te dire t'es une mauvaise mère, C'est voilà, ça, ouais. c'est juste Factuellement, sur le administrativement papier, sur le pour les papier tu calculs, les as pas. c'est Voilà. ça, ouais. Mais je comprends que ça soit très dur à vivre. Donc voilà, c'est un conseil sans en être un. En tout cas, si vous pouvez prendre du recul sur certaines situations administratives, ce n'est qu'administratif. Ouais, alors sur certaines situations administratives, mais je trouve que, alors c'est un cas extrême, mais tu l'as dit aussi, le fait de dissocier en fait sa personne de sa boîte, c'est un cas extrême pour l'expérimenter. Hein.
je le redis. Mais je trouve ça intéressant aussi parce que souvent on se dit, on a du mal en fait à justement dissocier les deux, que ce soit quand il y a des retours de clients sur des décisions qu'on prend, où on se dit ah là je me sens attaqué ou je sens que c'est moi qui suis mis en avant, il faut que je me vende, etc. Et je trouve ça intéressant aussi de ce que ça met en lumière pour moi, c'est vraiment ça, c'est le fait de dissocier de oui il y a une boîte qui mathématiquement là ne fonctionne pas telle que elle est constituée aujourd'hui et telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, bah on arrête. Ça remet pas en question ta personne, le fait que tu sois sympa, que tu sois en capacité de trouver des clients, etc. D'ailleurs, tu recrées une boîte derrière. Donc, c'est aussi un excellent chemin, tu vois, pour dire en soi, c'était cette boîte-là constituée de cette manière-là et qui était arrivée au bout du truc. Bon, bah, on clôture et voilà, terminé, quoi. Oui, et du coup, ça a été très agréable parce que, d'ailleurs, c'est aux États-Unis où ils considèrent que t'es pas entrepreneur tant que t'as pas coulé, je sais plus, une, deux Ouais. ou trois boîtes. Alors, c'est pas la même philosophie, on est d'accord. En France, il y a pas la même, c'est pas vu pareil. Mais en vrai, c'est pas faux dans le sens où, tu vois, par exemple, moi, sur mon profil LinkedIn, c'est bête, mais tu vois qu'il y a eu une boîte qui a duré 10 ans. Alors, il n'y a pas écrit clôturé parce que j'ai été mauvais et que je trouvais plus de clients. Il y a juste écrit c'était la fin d'une boîte. Ouais. Et donc, du coup, t'en crées une nouvelle. Bah, mine de rien, ça permet d'amener du renouveau, ça te valide une certaine expérience que tu as eue. Et en fait, c'est presque bénéfique, tu Mm. vois. Mm. En gros, tu es capable de créer plusieurs boîtes. Tu deviens quelqu'un qui est capable de créer plusieurs boîtes. Bon, dont une que tu as plantée, mais quand même. C'est ça. En vrai, d'ailleurs, je pense qu'il y a, suivant l'échelle de temps que tu prends, il y a aucune boîte au monde qui dure éternellement. Mm. Je crois que c'était Thomas Cook qui a périclité là pendant le Covid. Et Ouais. je crois que c'est une boîte qui avait plus de 150 ans, je sais plus quoi. Parce qu'en fait, personne n'est à l'abri. C'est pas une histoire d'être bon ou pas bon. C'est qu'à un moment donné, tu fais des arbitrages, tu prends des décisions et tes décisions t'entraînent bah, soit vers une évolution, soit vers une déperdition. Des fois que tu peux rattraper, des fois non, d'où les redressements Mm. judiciaires et tout ça. Mais en vrai, c'est juste des choix stratégiques qui ont été plus ou moins bons, qui sont aussi soumis à certains aléas de la vie, que ce soit géopolitique ou autre. Enfin, tu as un coronavirus, forcément, tu le vois Ouais. pas venir. On va dire, Une ah, guerre j'aurais dû l'anticiper, comment? un peu complexe, tu peux pas tout anticiper. Non. Une guerre en Ukraine qui a un impact sur ci, sur ça. En fait, tu es toujours soumis en tant qu'entrepreneur à beaucoup d'aléas que tu gères au mieux. Et ouais, donc c'est pas que tu es une mauvaise boîte, peu importe que tu aies duré 2 ans, 10 ans, 100 ans. Voilà. T'es pas éternel, tu fais du mieux que tu peux. Et s'il y en a une qui marche plus, bah, c'est que le modèle en tant que tel marche pas. Et ça t'empêche pas d'en recréer une autre si t'en as envie ou non. Tu vois, enfin, Mm. c'est un truc vivant. Tu vois, c'est comme, je sais pas si l'analogie marche, mais comme un être humain. Il a une durée de vie qu'on ne connaît pas à l'avance et ça le fait pas de lui une bonne ou une mauvaise personne. Juste, bah, voilà, c'est comme ça. Il y a des caractéristiques qui s'alignent pas et puis voilà. Ouais. Ah mais je trouve ça intéressant en fait parce que souvent on entend qu'on essaye tu vois d'éviter de clôturer, d'éviter ce sera un échec si ma boîte tourne pas, si ça fonctionne pas, etc. Et donc il y a ce truc de on met plein de critères en place, plein de choses en place, plein d'actions pour à tout prix éviter ce moment. Et or quand toi t'en parles, bien sûr que ça n'a pas été facile, mais on entend plus ça comme un soulagement, tu vois, de finalement il fallait que ça s'arrête en fait parce que c'était plus possible dans ces conditions-là. Et donc, je trouve ça intéressant de se dire que ça peut aussi être positif au sens, bah non, là, faut vraiment que ça s'arrête. Et après, c'est ce que tu dis, soit tu rebondis et tu refais une autre boîte, enfin autre chose après. Mais il y a cette notion de pas forcer pour dire non, mais je continue absolument parce qu'il faut que ça continue, tu vois. Et je trouve que quand on est dans cette logique entrepreneuriale, il y a un peu ce truc de il faut surtout pas qu'il y ait de fin. On parle beaucoup de c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin, tout ça, tout ça. Mais la réalité, c'est que tout le monde flippe qu'au bout du chemin, ce soit bah non, en fait, t'as planté la boîte et tu coupes quoi. Surtout en France. Surtout en France. Et tu vois, moi, j'ai le souvenir d'une copine qui a vécu la même chose quelques mois après, qui était flippée à l'idée de le faire. J'ai pu, pour le coup, lui parler moi de mon vécu. Et finalement, elle a pris la même décision et elle a jamais été aussi contente d'eux, en fait, de le faire parce que le plus dur, c'est de prendre la décision. Mais en vrai, je pense, je vais peut-être me mouiller en disant ça, mais dans 100% des cas, si tu te poses la question, c'est qu'il y a un truc qui va pas, donc te pose pas la question, fais-le et tu verras, ce sera forcément mieux. Enfin, ce n'est, je le répète, que administratif. Donc, à un Ouais. moment donné,
ta boîte qui a coulé, c'est pas toi qui a coulé, c'est ta Mm. boîte. Tu peux recréer 2 mois après une autre boîte. Ce sont que des démarches administratives, que ce soit de la micro, de la SAS, de ce que tu veux. Ce Mm. sont que des démarches. D'ailleurs, il suffit de voir les boîtes qui se font racheter, machin, etc. C'est vraiment juste c'est un jeu économique, un jeu fiscal où tu fais des montages, tu rachètes, tu rachetes, tu fais ça, tu vas, celle-ci tu la vends, enfin c'est vraiment juste de l'arbitrage. Ouais. Mais en tant que, je comprends hein, quand tu montes toi-même ta boîte, tout ce qui est freelance, etc., ou tout ce qui est entreprise familiale, l'énergie derrière est pas tout à fait la même que quand tu montes une grosse succursale et que tu as un manager, un machin, un directeur, et puis oh bah non, en fait on va racheter, on revend. Enfin, il y a un aspect émotionnel qu'on est obligé de prendre en compte. Ouais, surtout que il y a beaucoup de gens qui se lancent en disant ça y est, je vais enfin faire quelque chose qui me ressemble, avec lequel je suis alignée, etc. Et donc le qui me ressemble fait que, en effet, la frontière est très mince entre c'est ma boîte, c'est moi, il y a de moi dans ma boîte et inversement. Donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est aussi chargé émotionnellement. Dans ton parcours, tu l'as dit, tu as donc recréé une boîte après. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as liquidé et le moment où tu t'es dit bon ben ok, je repars sur autre chose? Eh bien, écoute, alors déjà, j'ai jamais envisagé le fait de travailler en tant que salarié. Enfin, comment expliquer? Je l'ai été pendant 4 ans. C'est un modèle qui ne me convient pas pour 2 raisons, on va dire. La première, c'est le manque de liberté. Ça m'embête de devoir respecter des horaires, sachant que je suis plutôt quelqu'un qui travaille vite. Et du coup, si je travaille vite, on va me dire d'en faire plus. Mais du coup, je serais pas mieux valorisé. Je ferais toujours le même payé pareil. Donc, du coup, je vais plutôt avoir tendance à en faire juste ce qu'il faut. Et limite, ça peut être reproché. Et donc, du coup, c'est pas du tout un modèle qui me va. T'as très peu non, aussi d'emprise sur ce que tu peux faire ou pas faire. Enfin, t'es obligé de Mm. suivre un cadre qu'on t'a donné. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que je peux vite être, je m'en foutisme. En gros, tu vois, j'ai travaillé, donc c'était en 2011-12 pour une SS2I. Aujourd'hui, ça s'appelle des ESN, si je dis pas de bêtises. Mm. Et nous, on était donc au milieu. Tu vois, on travaillait pour un client, etc. Et les gens, j'ai l'impression qu'ils, à chaque fois en réunion, ça jouait leur vie sur le projet, alors que moi, j'étais vraiment juste là pour faire mon travail et repartir avec le salaire. Tu vois, enfin, viens pas me mettre de pression. Parce que Mm. plus tu me mets la pression et plus moi je me détache et plus j'ai tendance à être un peu con en mode bah, toi tes problématiques, ton urgence, tu te la gardes, moi Pas je mon suis problème. Mm. pas mon problème. Et du coup, il y a un côté très je m'en foutiste qui, pour quelqu'un qui est carriériste, je peux le comprendre, ne convient pas du tout. Franchement, je dis pas que en tant que moi salarié, c'est pas un bon point. Mais voilà, j'ai beaucoup trop apprécié l'entrepreneuriat. Mm. Et en plus, même quand je réfléchis de manière très numérique, très monétaire, quand j'ai été ingénieur, je touchais, je sais plus, entre 2000 et 2500 nets. Mm. Et quand je vois l'énergie qu'il faut mettre pour gagner 2500 nets en tant que freelance, je me dis quand même, c'est quand même beaucoup plus cool que pour gagner 2500 en tant que salarié. Parce que en tant que salarié, t'es obligé au moins de faire ta semaine, donc tes 35 heures, etc. En tant que freelance, tu vois, là, entre 5 et 800 euros au jour, ok, t'as la prospection, t'as le machin, ça t'empêche pas de travailler. Mais déjà, ça représente beaucoup moins de volume pour le même montant. Mm. Alors ok, il y a des charges, machin, etc. Je l'entends. Mais 2000, 2500 euros, c'est facile à aller chercher. Et en plus, t'es flexible. Ouais. C'est-à-dire que si t'as envie de bosser un peu tard le soir, tu peux, un peu le week-end, un peu si, puis là, t'as besoin d'aller au sport, c'est en plein milieu de semaine, tu peux. Et quand t'as goûté à ça, franchement, c'est juste pas possible de faire autrement. Donc, quand j'ai arrêté mon entreprise, je me suis dit, je peux pas faire autrement. J'ai quand même testé. Alors là, pour le coup, c'était un jeu. J'ai testé, j'ai envoyé mon CV genre à Decathlon, etc. En fait, je voulais voir à quel point mon parcours atypique et du coup très intéressant quand même pour un recruteur quand tu sais bien le vendre, pouvait avoir un impact. Mhm. Et ça a pas manqué, du coup, le profil convenait très bien. On m'a juste dit non pour une raison que je comprends totalement, c'est que c'était pour un mi-temps. Parce que moi, en fait, je voulais juste faire genre 10-15 heures. Mm. Mais je voulais faire 10-15 heures sur les heures où ils ont déjà suffisamment de salariés. Là, alors là où eux, ils ont besoin de les petits temps incomplets, c'est pour les mercredis quand il y a Ouais. les salariés qui sont pas là ou sur les samedis, ce qui est complètement logique. Mm. Donc il y avait une dissonance. Mais tout de suite, le profil a matché. Je fais énormément de sport, j'ai vécu plein de choses, communication, marketing, etc.
Je me vends relativement bien. Tu peux pas dire non à un profil comme ça parce que les entreprises en manquent, tu vois. Mm. Donc j'ai voulu tester, mais juste pour le fun. Et après j'ai commencé à travailler en fait avec un ami. L'objectif, en fait, on accompagnait les profs de musique à digitaliser leur activité et monter une école de musique en ligne. Donc, Ok. l'entreprise, donc lui, avait lancé son activité tout seul de son côté. Ça tournait bien depuis un an. Et l'objectif, c'était, il y a un investisseur qui est rentré dedans. Et l'objectif, en fait, c'était de scaler cette activité. Ok. Et donc moi, je venais en tant que CTO, on va dire. Donc je faisais tout ce qui était sous-marin, tout ce qui était automatisation, la gestion des process, etc. Ce que j'ai fini par faire d'ailleurs maintenant tout seul. Et donc on s'est lancé là-dedans pendant un an pour s'apercevoir que finalement le marché qu'on visait n'était pas encore prêt à être scalable. Ok. Une donnée très métrique qui le prouve, c'est tu mets 4 fois plus de budget pub, t'as le même CA à l'arrivée. Voilà. Ça, c'est un indicateur qui te dit, oui, il y a des gens, mais si tu augmentes le budget, il y en a pas plus, C'est pas ça. plus d'intéressés. Donc, en fait, on est obligé de restructurer aussi. Donc, obligé de couper aussi les budgets pour éviter que lui aussi se retrouve à devoir fermer, hein, Mm. normal. Donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté de travailler à temps complet. Je suis toujours là en appui, en soutien, mais ce n'est plus du tout l'activité principale. Ok. Et comme je me suis redécouvert cette passion des process, des automatisations, des optimisations, que je me suis formé énormément sur Make, j'ai fait beaucoup de scénarios très complexes, que je me suis amusé aussi à suivre toutes les certifications de Make jusqu'au bout et tout, c'est devenu un grand jeu pour moi, au point où je me suis dit, bah, là, j'ai une autre bascule. C'est un échec. Alors, c'était pas un échec moi personnel, c'est un échec de la boîte, de là où on voulait l'emmener. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, fais juste ce que tu sais faire. Tu vois, j'ai arrêté de Mm. réfléchir. En fait, je suis très critique envers maintenant le vivre de ta passion. Parce que vivre de sa passion, c'est un bon moyen de se dégoûter aussi de sa passion. Mm. Par exemple, pendant longtemps, moi, j'étais passionné par le copywriting et dès que j'ai commencé à en vendre, bah, ça devenait une contrainte où il fallait que je Ouais. fasse un truc qui avant j'aimais. Voilà. Ouais, c'est ça, tu changes d'échelle en fait, et c'est exactement ça. Tu as une contrainte en fait, là où normalement c'est du plaisir, donc c'est l'opposé de la contrainte. Et du coup, tu viens rajouter une contrainte économique, commerciale par-dessus sur un truc où t'es pas censé en avoir à cet endroit-là en fait. Donc, Et donc forcément, bah, tu te retrouves un peu à finalement détester presque des fois ta passion. Alors que dans l'autre sens, mm, quand tu proposes juste un truc que tu sais faire, ton plaisir, c'est, on va appeler ça une boucle rétroactive, c'est le retour de tes clients, les satisfactions, l'argent qui rentre. mm, Et là, tu te dis, oh putain, je fais un truc que je sais faire, qui est pas trop dur pour moi. Et les gens sont contents, ils me payent pour ça. Et donc, du coup, ça te crée une sorte de pseudo-passion, mais qui est pas à la base émotionnelle, qui est purement juste j'aime faire ça, je sais le faire. Et les gens me payent. Et donc, tu as cette rétroaction qui se met en route et qui fait que du coup, c'est très agréable. Voilà. hyper intéressant. J'aime beaucoup l'idée et la différence en effet entre cette notion de passion et de c'est quoi ton flow, ta zone de génie et qui est facile pour toi mais pas pour d'autres. Et donc comment est-ce que tu l'apportes aux autres pour leur simplifier a priori le boulot aussi. Tu as donc recréé ta boîte, enfin recréé une autre boîte, pas recréer ta boîte, créer une autre boîte. Si quelqu'un était dans la même situation que toi au moment où tu étais plutôt en questionnement de est-ce que je continue ou pas, qu'est-ce que je fais avec cette boîte, qu'est-ce que tu lui dirais? Ferme-la, enfin pas toi, mais la boîte. Ouais, Non, sans aucun doute. quand tu commences à être en questionnement, c'est que ça commence à te Ouais, ce que tu ronger. disais. Mm. Et en fait, quand il y a question, il n'y a pas question. Enfin, je sais plus ce que c'est que le. Ouais, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ouais. Voilà, quand il y a doute, il n'y a pas de doute. Ouais, Donc, ça tu marche pour plein de as trucs. tendance à repousser l'échéance, mais en vrai, ça va finir comme ça. Ouais, Mais pour n'importe quoi, hein. Quand tu commences à avoir un doute, gagne du temps. Tu gagnes du temps. Moi, j'aurais gagné 2 mois. Tu le fais avant et c'est fini ouais, comme ça. ouais. Bon, deux mois à l'échelle d'une vie, c'était pas non plus, tu vois. Non, c'était Bon, pas très long. Mais j'étais content d'avoir pris la décision et puis d'avoir pris le temps de réfléchir aussi tranquillement. Tu vois, c'est pas non ouais, plus. On n'est pas à 2 mois près. ouais, c'est ça. Et donc, dans cette nouvelle boîte, qu'est-ce que tu fais différemment? Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, ah ouais, c'est vrai que c'est la dernière fois, j'avais fait ça comme ça, là, je vais peut-être le faire différemment, ou tu le fais en mode comme ça vient et tu poses pas trop de questions? Alors non, je fais pas pareil. Après, moi, mon parcours, il a été un petit peu long. Sur les 10 ans, j'ai testé pas mal de choses.
Mais au début, j'étais surtout orienté sur ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de partager. Tout était un peu centré sur moi. Mm. Alors que là, je me suis pas posé de questions. Il y a pas, il y a pas de choix. La première des priorités, c'est tu dois vendre. Donc, première chose, créer du réseau, discuter avec les gens, faire de la prospection et mettre en place en priorité tout ce qui peut ramener des clients. Mm. Tout en prenant en compte, c'est un truc que je partage, ce que j'appelle la pensée statique et pensée dynamique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de me précipiter, parce qu'à chaque fois que je vais dire oui à quelque chose, je vais m'enchaîner à ce quelque chose et ça va m'empêcher de dire oui à d'autres choses plus importantes. Mhm. Donc, je me précipite jamais et je fais confiance à la pensée dynamique. La pensée dynamique, c'est quoi? Alors, pensée statique, c'est, putain, aujourd'hui, c'est la merde, je vais fermer ma boîte. Donc, du coup, dans 3 mois, je me retrouve à la rue, j'ai plus de revenus, j'ai plus de machin et tout ça. C'est-à-dire, tu penses seulement avec les infos que tu as à l'instant T. Mm. La pensée dynamique, c'est de se dire, pendant que je vais m'écrouler, ou que je vais sombrer, ou que tout ce que tu veux, le temps va s'écouler. Et donc, du coup, il y a des choses qui vont se passer. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir des choses. Enfin, la vie ne va pas s'arrêter avec l'état actuel. Ouais. Donc, quand tu prends ça en compte, et tu verras, tu le remarques tous les jours en tant qu'entrepreneur, c'est aujourd'hui, tu te dis, putain, merde, le client, il m'a pas payé, il y a ci qui va pas, etc. Et 3 jours après, tu es en pleine euphorie, parce qu'il y a 3 personnes qui t'ont contacté, etc. Tu le sais, c'est tout le temps comme ça. C'est tout Mm. le temps comme ça. Donc, à un moment donné, juste, mets de côté, c'est toujours émotionnel, donc c'est facile à dire, mais prends en compte que de toute façon, il y a des aléas, mais que c'est dynamique, et donc du coup, ton état actuel statique ne dépeint pas la future, le futur. Donc voilà, en gros, je me suis concentré essentiellement sur la premier des jobs de n'importe quelle entreprise, c'est vendre. Voilà. Trouver des Moula, y a pas clients, de moula, pas de vendre. moula, pas de boîte. Voilà. Voilà. Donc j'ai pas commencé par mon site, j'ai pas commencé Ouais. par machin, d'abord j'ai annoncé ce que je faisais, d'abord j'ai discuté. Oui, après je me suis amusé à faire une page, mais ça m'a pris 3 heures pendant que j'étais en vacances avec ma chérie. J'ai fait un petit branding histoire de parce qu'à un moment donné ça m'a amusé, que ça permettait d'appuyer un peu et de pour permettre aux gens de mieux voir symboliser ce que je faisais. Mm. Mais ça n'a jamais été prioritaire. Ouais. Ce qui est prioritaire, c'est ce que les gens voient pas forcément, c'est je fais des rencontres directement sur Nantes, je fais des calls, je fais des machins, et puis petit à petit, on met en place les choses. Mm. Euh, ouais, ça, c'est le premier des aspects. L'autre aspect, c'est de me concentrer aussi sur faire excessivement bien le travail pour lequel on me paye. Parce que si je fais bien mon travail, on me recommande facilement. Et c'est le genre de milieu, le freelancing. Alors moi, j'ai pour vocation de faire un peu plus, mais d'abord, à un instant T, je suis juste freelance. Le réseau, ça fait tout. Mm. Il y a un moment donné, si t'as des gens qui sont contents et qu'on vient te recommander, c'est comme nos photographes. Après, ils s'embêtent plus. S'il veut rester comme ça, tu veux rester, je pense, statut micro-entreprise, gagner 50, 60 Mm. 000, 80 000 euros par an. Tu t'embêtes pas, ça fonctionne. T'as plus besoin C'est de rien ça, faire. c'est tout. Ouais. Éventuellement, tu viens alimenter si t'as envie de faire un peu de contenu, histoire Mais en vrai, tout part de si tu fais bien les choses, les gens sont contents et les gens te recommandent. Si tu réponds à un besoin et que tu fais bien, y réponds bien, Mm. t'es tranquille. Le fameux over-deliver. Voilà. Exactement ça. C'est ça, toujours en bon français, mais c'est c'est vraiment cette logique-là de d'exécution. Et c'est vrai que souvent on parle de plutôt de la partie avant de l'acquisition, etc. Mais on se centre assez peu sur l'après. Une fois que t'as le client, c'est chouette, mais en vrai, il y a encore tout à faire, tu vois. Et je trouve ça hyper important ce que tu dis, parce que en effet, quand on démarre une entreprise ou une relation commerciale, enfin en tout cas on veut vendre des choses, des offres, des services, etc. Au départ, on se dit il faut se faire connaître, etc. Mais en vrai, après, c'est ce que tu dis, c'est les ambassadeurs, les clients, c'est eux qui vont faire que ça va continuer de venir ou qui vont racheter parce qu'ils étaient contents et que du coup ils se posent même pas la question d'aller avec quelqu'un d'autre. Et ça fait gagner à terme un temps, voire de l'argent directement, qui est juste colossal en fait. Oui. Donc ça paraît être la base, mais Ça soulève un point qui est intéressant, c'est je vois souvent passer le syndrome de l'imposteur. Alors je vais mettre de côté les gens qui ont un manque de confiance en eux malgré leur expertise. D'accord? Cela, je considère qu'il y a un travail à faire sur ce syndrome de l'imposteur. Par contre, je vais prendre tous ceux qui s'inventent un nouveau métier parce que ils ont vu 3 vidéos, ils ont suivi une formation. Je vais être très critique vis-à-vis de ça, mais si vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est normal, c'est parce que il y a vous en peut-être êtes une un. raison. Non mais c'est bête hein. Et je me place dedans à certaines périodes. Tu te dis ah bah tiens c'est une nouvelle opportunité et tout, je vais le vendre.
tu te sens pas hyper confiant quand tu le fais parce que au fond de toi, tu sais que t'es pas oufissime. Et Mm. donc là, ça c'est le meilleur moyen. Ça t'empêche pas de vendre, d'avoir des gens plus ou moins satisfaits, tout ça, de faire tes trucs. Mais à un moment donné, tu le payes, c'est que tu n'as pas de gens qui viennent parce qu'ils ont été recommandés. Ouais. Et si vraiment tu veux que des gens viennent parce qu'on t'a recommandé, fais un truc que tu sais faire, c'est facile. Mm. Ouais, Tu où tu vois. vas loin et où ça fait un effet waouh aussi derrière. C'est pas juste entre guillemets exécuter. Il y a quelque chose d'autre en fait qui se joue. C'est pas toujours très clair d'ailleurs, mais c'est que vraiment t'as laissé une impression à la personne où si elle doit répondre en une seconde qui est l'expert là-dessus, c'est forcément ton nom qui sort en fait. Exactement. Et tu vois, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai choisi un domaine où je me sens, je me sens légitime parce qu'en fait, juste je sais faire et donc je le vois quand je manipule par rapport à d'autres. Enfin, Mm. je sais que je connais ce que je fais. L'exemple ultime, je n'ai pas choisi d'en faire un métier. Moi, aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié à la musique. Aujourd'hui, donner un cours de musique, je me suis jamais senti un imposteur, mais parce que derrière, j'ai commencé il y a 34 ans, que j'ai fini le conservatoire, que j'ai fait pas mal de choses, que j'enseigne depuis plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, sans même aucune préparation, quelqu'un vient. Mm. Je sais que ça va bien se passer parce que je sais que je suis bon, mais je suis bon non pas parce que je l'ai décrété, mais je suis bon parce que mon parcours le permet. Ouais. Et donc quand ça t'as ce statut-là, cette possibilité-là sur une activité en tant que telle, il y a plus de syndrome de l'imposteur, les gens te recommandent et après ça se passe forcément beaucoup mieux. Mm. Bon, désolé pour ceux qui ont décidé qu'ils allaient se lancer en tant que ghostwriter ou je sais pas quoi, alors que ils ont découvert l'écriture la semaine dernière. On va peut-être attendre la semaine prochaine pour se décréter expert du coup, juste un tout petit peu plus quoi, histoire de dire. On arrive à la fin de cet épisode. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Fabien sous la description de cet épisode. Donc si tu as des scénarios make qui partent dans tous les sens, tu sais maintenant qui contacter notamment. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins, ça marche aussi très bien. Si tu as connu un fail, une boulette, une erreur, tu as compris l'idée et que tu veux venir partager cette saison, tu peux même postuler, toujours dans le descriptif de cet épisode. Surtout, n'hésite pas. Merci beaucoup, Fabien, d'être venu nous expliquer ton fail dans Tuba. Merci à toi, Géraldine. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.